Cet épisode est sponsorisé par Fruits, l'application de rencontre qui vous permet de rencontrer des gens comme vous qui ont les mêmes attentes. On en reparle en fin de vidéo. Pour protéger l'île de Crète, le roi légendaire Minos fait appel au dieu grec Héphaïstos. Si l'apparence de ce dernier est source de moquerie, tous les dieux reconnaissent et recherchent ses talents de forgeron. Des flammes de sa forge, Héphaïstos crée un géant de bronze invincible appelé Talos. L'automate est traversé du cou à sa cheville d'une seule veine dans laquelle coule de l'ichor, le sang des dieux. Talos est chargé de faire le tour de l'île crétoise 3 fois par jour et d'empêcher les étrangers d'y poser pied. Mais un jour, Jason, les Argonautes et la sorcière Médée cherchent un endroit pour se reposer après les nombreuses aventures auxquelles ils ont dû faire face. Lorsqu'ils arrivent sur l'île de Crète, ils sont inévitablement confrontés à Talos. Médée remarque qu'un clou à la cheville de Talos permet de fermer l'unique veine qui l'irrigue. Grâce à ses pouvoirs, elle enchante le géant en lui promettant l'immortalité, atteignable uniquement s'il retire le clou de sa cheville. Incapable de reconnaître sa propre nature d'automate qui lui confère déjà l'immortalité, Talos s'ouvre alors la cheville et laisse s'échapper l'ichor qui lui permettait de fonctionner correctement, signant ainsi sa propre mort. Si on en croit cette anecdote, il y a plus de 2500 ans, et bien avant l'invention des premières IA et des robots, nos ancêtres exploraient déjà l'idée de vie artificielle, fabriquée de toutes pièces par la connaissance et alors souvent avec un petit soupçon de magie. Et alors même si les motivations et les moyens sont pas exactement les mêmes qu'aujourd'hui, lorsqu'on étudie la mythologie grecque, on se rend vite compte que Talos est loin d'être le seul robot de la mythologie. C'est bien sûr Héphaïstos, qui est le principal artisan des automates qu'on y rencontre. Dans l'Iliade et l'Odyssée, on apprend par exemple qu'il s'est fabriqué des servantes taillées dans de l'or pour l'assister dans ses travaux. Cette capacité à transformer la matière inerte en matière animée peut être vue alors comme de la magie. Et c'est d'ailleurs ainsi que les mythes sont aujourd'hui interprétés la plupart du temps. Mais pour certains historiens, absolument rien dans les textes ne laisse entendre qu'Héphaïstos est un sorcier. Il est célèbre pour ses prouesses techniques, son habileté et son ingéniosité, mais pas pour ses pouvoirs magiques. Du coup, en entendant tout ça, la question que je me suis posée est la suivante. Si Héphaïstos, dieu des forgerons, crée la vie sans magie, est-ce que les humains qui l'honorent n'ont pas tenté de faire la même chose? En gros, est-ce qu'il y avait déjà des robots, ou plutôt des proto-robots, durant l'Antiquité en Grèce antique? Alors je vous préviens, dans cet épisode on va pas commencer à se lancer dans un discours philosophique autour de ce qui est vivant versus la mort, etc. Ici ce qui nous intéresse, et ce qui intéressait d'ailleurs aussi les gens dans l'Antiquité, c'est le mouvement et la parole. C'est le concept de statue qui bouge et qui parle pour imiter la vie. En fait, avant même la mise à l'écrit des mythes grecs concernant des automates, il y avait déjà des éléments qui nous permettent de dire que de leur côté, par exemple les Égyptiens, ils tentaient eux aussi d'animer leurs statues. C'était déjà en projet. Plusieurs histoires sont ainsi parvenues jusqu'à nous. Par exemple, à la fin de la période ramesside, ce sont les prêtres d'Amon qui avaient pris le pouvoir et qui choisissaient le nouveau pharaon. Mais, pour donner un semblant de panache et de légitimité à l'élection, chaque membre masculin de la famille royale devait passer devant une statue d'Amon, qui pouvait alors bouger les bras pour saisir l'élu et en même temps délivrer une sorte de discours. Alors oui, ça reste très rudimentaire et c'était probablement assez rare, mais les égyptologues ont quand même trouvé quelques indices qui indiquent comment les prêtres pouvaient s'y prendre. Par exemple, cette figurine de femme, probablement la déesse Hathor, dans laquelle est caché une sorte de mécanisme. Il suffit de tirer sur une corde au niveau des pieds pour faire lever les bras, et par extension, révéler son corps.
J'avais vu ça également quand je suis allée en Égypte. On nous avait présenté certaines salles comme des espaces où justement les prêtres pouvaient se cacher et faire semblant de parler à la place d'une divinité. Ça nous donne déjà une idée des mécanismes disponibles dans le monde antique méditerranéen avant que la civilisation grecque ne prenne vraiment son essor au 8e siècle avant Jésus-Christ. Pour continuer dans notre réflexion, on peut peut-être commencer à trouver un début de réponse dans les récits des chroniqueurs antiques. Par exemple, Pline l'Ancien raconte que le plus vieil automate est l'œuvre de Canachos de Sicyone. Il s'agissait d'un cerf qui bondissait d'avant en arrière. Aulu Gélé raconte que Archytas de Tarente, le BFF de Platon, aurait lui-même développé une colombe en bois qui vole. De même, on a Pausanias qui signale qu'à Olympie, le départ des courses hippiques était annoncé par un dauphin et un singe en bronze, tous les deux animés. Quant à lui, Polybe raconte que lors des fêtes pour Dionysos en 308, Démétrios de Phalère a créé un escargot mécanique géant qui laissait une sorte de trace de bave sur son passage. Alors là, j'ai l'impression d'avoir fait un maximum de drop naming inutile ici, mais ce qui est important de noter, c'est que la plupart de ces auteurs, donc que ce soit Pausanias, Pline, Polybe, etc., racontent des trucs qui se sont passés avant qu'ils soient nés. Du coup, c'est cool, mais ils ont pas vu de leurs propres yeux ce qu'ils sont en train de raconter, donc on peut forcément douter de la véracité de ce qu'ils décrivent. Et à vrai dire, pour l'instant, la seule référence littéraire que j'ai trouvée et qui correspondrait à peu près, c'est celle du poète Pindare, à ne pas confondre avec le cirque Pindare, parce que ça n'a absolument rien à voir. Et qui est donc un poète qui vivait au 5e siècle avant Jésus-Christ. Apparemment, la ville de Rhodes, que vous connaissez d'ailleurs peut-être aujourd'hui pour son colosse en bronze, était surtout connue à l'époque pour ses automates. Et Pindare décrit d'ailleurs des statues animées qui ornaient chaque rue de l'île. Pour être très franche avec vous, c'est pas franchement comme ça que j'imaginais une ville de Grèce antique, mais c'est plutôt classe si vous voulez mon avis. Tous ces exemples sont super intéressants, mais ne nous donnent aucune indication sur comment fonctionnaient ces supposés automates et s'il s'agissait vraiment d'automates. Mais on peut encore remonter un petit peu le fil, car ces preuves nous viennent d'un endroit bien particulier, la ville d'Alexandrie. Alors, petit retour rapide en arrière. On est en 332 avant Jésus-Christ et à l'époque, la terre des pharaons est conquise par le fameux Alexandre le Grand, qui fonde un an plus tard lui-même la ville d'Alexandrie. Alexandre, Alexandrie, c'est bon, tout le monde là, ok. Alexandrie, laissée en charge à son général Ptolémée, parce qu'il n'avait pas le temps de niaiser et qu'il avait plein de trucs à faire, ok, devient alors rapidement un centre majeur de la civilisation hellénistique. Sous les règnes des deux premiers Ptolémées est construit un énorme centre de recherche nommé le musée. Ce genre de bâtiment n'est pas nouveau dans le monde grec, mais les Ptolémées ils vont vraiment agir pour transformer Alexandrie en capitale culturelle et intellectuelle du moment. C'est le plan, voilà. Le musée, donc le musée avec un grand M, il est accompagné de sa fameuse bibliothèque, la bibliothèque d'Alexandrie, et celle-ci je pense que vous la connaissez. Et les deux bâtiments sont donc financés par la couronne et les savants de l'époque qui peuvent venir y vivre pour étudier et travailler en toute liberté. Plutôt cool. Et c'est dans ce contexte que les plus grands érudits de l'époque travaillent, et parmi eux se trouvent des scientifiques, dont certains qui vont vouloir se spécialiser dans la création de machines capables d'imiter le vivant. La documentation qui est parvenue jusqu'à nous concernant ces scientifiques est malheureusement incomplète. En 4 siècles d'existence, on n'a retrouvé que les traces de 3 de ces ingénieurs et les œuvres elles sont totalement fragmentées. Les plus anciens automates alexandrins sont attribués à Ctésibios au 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est à lui qu'on doit notamment des inventions primordiales dans notre société, comme par exemple le piston, la soupape que vous utilisez tous les jours, n'est-ce pas? Non, sans rire, il a vraiment créé des trucs hyper importants. Il y avait également le monte-charge, hyper important un monte-charge, et plein d'autres trucs comme le canon à eau. Mais même chose, petit problème, si on connaît bien ses inventions parce que il est cité par plein d'autres ingénieurs, aucun de ses textes à lui n'a survécu jusqu'à aujourd'hui.
Heureusement pour nous, son jeune collègue, ou alors élève, on sait pas trop mais on s'en fiche, Philon de Byzance, il a tout recopié et amélioré dans son ouvrage Pneumatique, c'est le nom du bouquin, qui lui a partiellement survécu et dont on a une traduction arabe. Un des automates les plus célèbres que Philon y décrit est la servante qui sert du vin. Je déconne pas. Alors le principe de la servante qui sert du vin, c'est que quand on place une coupe dans sa main gauche, elle s'abaisse et la cruche qui s'y trouve sert d'abord de l'eau, puis du vin dans la coupe. Parce que oui, fun fact, à l'époque, on ne servait jamais du vin pur. Il était toujours coupé à l'eau. C'est de la merde. Une vraie flotte. Bah, je trouve pas mal quand même. Au 1er siècle après Jésus-Christ, Héron d'Alexandrie prend la relève et écrit 2 traités qui reprennent les bases de Philon et de Ctésibios, tout en y ajoutant quand même ses propres petites avancées. Et c'est grâce à ces ouvrages très clairs et rigoureux qu'on peut aujourd'hui reproduire les inventions de l'époque. Certaines de ces inventions sont utilitaires, comme par exemple la pompe à incendie, très pratique une pompe à incendie, mais d'autres sont simplement ludiques ou alors décoratives. Je peux vous citer par exemple les distributeurs automatiques d'eau sacrée, donc c'est donc l'ancêtre de nos distributeurs de boissons à nous quoi, sauf que c'était de l'eau bénite, en gros. Ils avaient aussi créé des coupes qui restaient toujours pleines, quelle que soit la quantité d'eau que l'on y puise. Je peux citer aussi des oiseaux siffleurs devant une chouette qui a l'air pas contente, voilà, bon, ça c'est sympa, c'est joli, ok. Toute cette documentation est bien jolie, mais nous pousse quand même à nous interroger. Ces étonnants objets, est-ce qu'ils étaient réellement fabriqués ou alors est-ce que c'est juste des petits trucs qu'ils avaient designés comme ça en mode « Ah, ce serait super si on pouvait faire ça ». Je pense par exemple aux machines de Jules Verne, où on sait qu'à l'époque il avait fait des dessins, mais pour autant, il a fallu attendre bien plus tard pour que ce soit réellement conceptualisé. Donc c'est pas parce que ça existe, ces dessins, que ça veut dire que ça a forcément existé dans l'Antiquité. Les ouvrages se présentent comme des sortes de manuels d'instruction adressés surtout aux mécaniciens et ils sont parsemés de nombreuses applications immédiates qu'on peut faire là tout de suite dans la vie réelle. Et également la mention d'automates dans d'autres textes que les traités d'ingénierie corrobore plutôt quand même l'idée que ces inventions, certes rares, coûteuses et probablement accessibles uniquement à une élite, faisaient quand même partie du quotidien. Néanmoins, est-ce qu'on a retrouvé des preuves archéologiques qu'il y a bien eu donc ces sortes de robots de l'Antiquité? Eh ben la réponse est oui, mais pas beaucoup. La machine denticitaire par exemple, dont on a déjà parlé dans un autre épisode qui est dispo juste ici, n'hésitez pas à aller le voir, découverte en 1901 dans une épave par des plongeurs, est probablement la preuve archéologique la plus solide qu'on possède actuellement pour essayer de démontrer cette hypothèse. Il s'agit du premier calculateur analogique antique, et il permet de calculer les positions astronomiques, ce qui est plutôt badass pour l'Antiquité. Il y a un ou deux autres exemples de ces sortes de mécanismes antiques qui ont été conservés dans des musées, mais ça reste quand même relativement assez rare. Malheureusement, vu la fragilité de ces machines, il n'est pas vraiment étonnant qu'elles aient pas survécu. Et là on en revient par exemple à l'épisode dont on avait déjà parlé, celui sur comment est-ce que les gens du futur vont nous percevoir avec les traces archéologiques qu'on va laisser. C'est très fragile, toutes ces choses-là. Et il est probable d'ailleurs qu'on laisse pas beaucoup de traces, mais si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller voir cet épisode dont je parle. Malgré le manque de preuves archéologiques, il semble quand même évident, via les sources littéraires, que ces machines et ces automates aient été construits pendant l'Antiquité. Mais alors, à quoi est-ce qu'ils servaient? Pourquoi est-ce qu'on créait des automates? Au-delà du côté déco. Est-ce que beaucoup d'exemples que je vous ai donnés ici, ils sont un peu frivoles? On parle de décoration et de servantes en bikini. Elles étaient pas en bikini, c'est moi qui viens de l'inventer, vous avez compris. Mais il ne faut pas oublier que les inventions qui permettent de construire des automates, eh ben ce sont également les mêmes qui servent de base à d'autres inventions beaucoup plus pragmatiques que les servantes en bikini. Elles n'étaient toujours pas en bikini, désolée. C'est d'ailleurs très clair dans les traités de nos 3 amis d'Alexandrie qui mélangent automates rigolos avec inventions beaucoup plus sérieuses. D'ailleurs, petite parenthèse, mais c'est souvent comme ça avec les inventions. On commence par faire quelque chose de très sérieux qui va avoir plutôt des fonctions militaires avant que ça finisse par servir une fonction beaucoup plus ludique à un large public. On retrouve d'ailleurs chez Aristote cette idée très moderne et surprenante que les robots pourraient remplacer la main-d'œuvre.
Et oui, donc déjà dans l'Antiquité, on commençait à réfléchir que l'homme pourrait d'une certaine manière s'affranchir du travail. Et certains chercheurs ont proposé un autre exemple d'utilisation des automates qui pourrait être celui de démontrer des trucs. La création d'automates aurait pu, pour les scientifiques de l'époque, être un moyen ludique, fun et concret de tester leurs théories et de les démontrer. Et enfin, la dernière utilisation est probablement quand même la plus répandue, et certainement celle d'étonner et de surprendre. D'une part, il s'agit d'objets de prestige, recherchés par l'élite de l'époque, parce qu'il faut quand même rappeler que pour l'époque, avoir chez soi des oiseaux chanteurs ou des sortes de mini-scénettes campagnardes totalement animées, ça devait être une sacrée claque à un banquet. C'est donc en soi un spectacle, une sorte de curiosité à montrer, et pour les gens qui en possédaient, c'était quand même la classe quoi. C'était également aussi un moyen d'asseoir le prestige et le pouvoir royal. Par exemple, lors des processions de Ptolémée II, des magnifiques et immenses chars animés de Dionysos et de sa nourrice Nysa faisaient partie du spectacle. Mais on sait aussi qu'ils avaient des buts religieux. C'est assez logique, pour le commun des mortels, voir une statue bouger, ça devait s'apparenter à de la magie à l'époque. Par exemple, on a le bro Héron qui nous explique comment créer des portes automatiques à l'entrée des temples. L'idée, c'est que tu fais un sacrifice sur l'autel de ton temple et hop, les portes s'ouvrent comme ça, comme par magie, et ça fait son petit effet. D'ailleurs, lorsque Arsinoé, la femme de Ptolémée II, est morte, un culte a été mis en place pour elle. Pour le temple de la reine, Stésibios aurait ainsi réalisé une corne d'abondance, ou alors un riton, de la forme du dieu égyptien Bès, qui produisait un son de trompette en même temps que du vin s'en écoulait. Pline l'Ancien raconte aussi que le temple abritait une statue de Arsinoé flottant au-dessus du sol, probablement grâce à une sorte de plafond aimanté. La chute de l'Empire romain d'Occident marque la fin des automates dans nos régions. Et il serait tentant d'attribuer la perte de ces technologies en Europe au christianisme, parce que bouh le christianisme, et au supposé obscurantisme du Moyen-Âge, comme on le fait souvent pour toutes les technologies gréco-romaines perdues lors de cette période, mais c'est une vision simpliste. En réalité, il existe de nombreuses raisons qui expliquent l'abandon de la création d'automates pendant cette période. La raison principale, elle est surtout culturelle. Comme ils étaient utilisés comme des accessoires religieux et récréationnels pendant l'Antiquité, les automates n'ont pas d'utilisation au Moyen-Âge européen qui considère qu'il s'agit surtout d'activités païennes. La demande pour ce genre de produit a donc disparu, et avec elle, effectivement, certaines connaissances. Alors, en Occident, parce qu'en Orient, les connaissances continuent d'être transmises, accumulées et améliorées pour être redécouvertes en Europe à la Renaissance. Mais ça, c'est une autre histoire, Référence Manon Bril, vous l'avez. Bisous Manon. Alors je fais un petit bisou à Manon, mais d'ailleurs si ça vous intéresse ce genre de sujet, le mythe de Talos, etc., n'hésitez pas à aller checker la vidéo de Nota Bene sur ce sujet. Voilà, c'est la fin de cet épisode et je remercie chaleureusement le sponsor de celui-ci, à savoir Fruitz. Si vous en avez marre de perdre du temps sur des applis de rencontre avec l'impression de swiper à l'infini sans trouver chaussures à votre yep, laissez-moi vous parler de Fruitz. Une application qui vous permet de rencontrer des personnes avec les mêmes envies. Et alors quand je dis les mêmes envies, c'est que le fonctionnement de l'appli permet déjà de faire un gros tri pour ne tomber qu'avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes intentions. Ce qui évite de perdre son temps, nous sommes des gens très occupés, voilà. Un autre point bonus hyper important je trouve, c'est que par conséquent, vu que tout le monde est très clair dès le départ sur ce qu'il recherche, voilà, vous avez compris, ça évite les relous. Et alors attention, c'est l'heure du storytime pour illustrer ce qu'est par exemple, au hasard, un relou. Oui, j'ai décidé de faire un storytime pendant une OP. Qui va m'arrêter? Vos papiers, s'il vous plaît. Donc il y a fort longtemps, j'étais sur les applis, voilà, vous avez compris, et je match avec quelqu'un de très coolos avec qui j'entreprends une correspondance plutôt entretenue. Ce n'est qu'après des semaines de conversation que je finis par demander, hey, coucou, on s'est toujours pas rencontrés, c'est drôle parce que ça fait quand même des semaines qu'on parle. Et là, la personne me lâche dans le plus grand des calmes cette phrase merveilleuse que je n'ai jamais oubliée, et attention, je la cite parce qu'elle vaut le coup. Bah voyons Charlie, c'est évident que j'ai une copine, non?
Bah non, Jean-Célestin, à quelle heure j'étais censée deviner que t'étais déjà en relation, mais c'est pardon. Bref, l'appli permet de rencontrer des gens avec les mêmes intentions. Les gens sont cache-pistache dès le début sur ce qu'ils recherchent, ceux qui évitent les quiproquos et les gros relous. Et en plus, le système est super simple. Si vous êtes dans la team cerise, c'est que vous êtes là pour trouver votre moitié. La team raisin accueille ceux qui souhaitent boire un verre de vin sans se prendre la grappe. Si vous êtes plutôt post-tech, et ben écoutez, c'est beaucoup de câlins sans pépins. Et enfin, la team pêche est dispo pour tous ceux qui veulent pécho, voilà, maintenant, tout de suite, sans prise de tête. À chaque match, avant de pouvoir parler avec la personne, il faut choisir une question à laquelle les deux doivent répondre, ce qui permet de lancer la conversation et éviter de se creuser la tête pendant 50 ans pour finalement trouver une phrase tout éclatée bien naze. Bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à télécharger l'application Fruits, tous les liens sont en description. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Et petite annonce, il y aura pas de vidéo pendant cet été, ça va être la pause estivale annuelle, hein, donc je vais pas faire de vidéo pendant juillet et août, donc c'est la dernière vidéo de l'année, voilà. Donc on revient à la rentrée, je pense qu'il y aura plein d'épisodes et de plus gros projets aussi. Je vais profiter de cet été pour organiser tout ça. Si vous avez des questions ou s'il y a des suggestions d'épisodes que vous voulez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça m'intéresse très sincèrement, je suis curieuse de voir ce qui vous plairait. Parce que ça fait 8 ans que je fais les revues du monde. Je fêtais en juillet les 8 ans de la chaîne, voilà. Je suis super reconnaissante, merci infiniment d'être aussi nombreux et nombreuses, et d'être présents et de m'écrire des petits mots, et de penser à liker les épisodes et tout, ça soutient de ouf la chaîne. Donc merci du fond du cœur, et je vous retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures. Bisous tout le monde!